Prenons le cas de la production agricole. Nous sommes encore aujourd'hui, malheureusement, à la graine et à la tubercule. Or, on sait ce que représente la graine et la tubercule dans l'échelle des valeurs pour une production. Comment petit à petit amener nos producteurs ou nos concitoyens à relever le niveau avec de la petite transformation, avec de la transformation de deuxième niveau pour créer de la valeur. Je termine en prenant un exemple. Je lisais là un petit document. Le cacao, la fève de cacao qui est vendue à 500, si vous faites une petite pâte en premier niveau, on peut être autour de 10 fois la valeur, à peu près. Voici ce qui nous reste à faire. Et je crois qu'il faut aller au-delà. Donc, relever la chaîne de nos productions. Sinon, on va se plaindre tout le temps de ces matières premières. On se plaint tout le temps. Monsieur Lavoisier, la question est valable pour vous. Oui, merci. Il me semble effectivement que en consommation versus production, la vraie question et le vrai changement qui est en train de s'opérer, c'est la valeur ajoutée des processus. Et peu importe finalement qu'une économie importe ou exporte, du moment qu'il y a une création de valeur à un moment donné. Nous sommes en contact et nous accompagnons un nombre croissant de fonds d'investissement du monde entier qui ont déterminé qu'il y a effectivement des opportunités et qui s'inscrivent davantage dans une logique d'investissement à long terme dans des processus de transformation sur le continent africain, dans des industries et des secteurs d'activité très divers. Donc je crois que il me semble que la structuration du continent et des économies africaines au niveau des régions doit favoriser, avec en plus le développement des infrastructures routières, énergétiques, etc., la mobilité et les flux économiques. Donc peu importe, s'il est plus rentable d'importer un produit dont le bénéfice ensuite va servir à relancer ou dynamiser un secteur d'activité, ce n'est pas un problème. Je crois qu'il faut avoir désormais le niveau pertinent d'appréhension de l'efficacité du développement doit être considéré au minimum au niveau sous-régional, voire régional, voire continental, et même pourquoi pas au-delà du continent. Donc je crois qu'il y a une vraie transformation en profondeur dans ce domaine-là. Monsieur Aka? Oui, je pense que aujourd'hui, le monde est tellement ouvert qu'on ne peut pas. Il est légitime pour tout habitant de cette planète de vouloir les meilleures choses qu'il voit à la télé, sur Internet. Mais tout dépend de la valeur travail. Est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour créer la valeur qui me permet d'acquérir ce que je convoite? Donc, je pense que c'est là que votre question en vient. Est-ce que nous ne consommons pas ce que nous ne devons pas? Et à ce niveau, je pense que, comme tous les autres l'ont dit avant moi, il s'agit d'une question de création de valeur. Et dans nos pays, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Mais je suis désolé parce que beaucoup de personnes qui parlent d'entrepreneuriat ne savent en réalité pas ce que c'est. Ils ne l'ont jamais vécu sur le terrain. Et je pense que nos gouvernants gagneront beaucoup à soutenir véritablement l'entrepreneuriat en facilitant l'activité des jeunes qui essaient de créer de la valeur sur le terrain, mais qui font face à certaines difficultés d'ordre structurel, ne serait-ce qu'en termes d'impôts, en termes de pression fiscale. Je parle vraiment de quelque chose que je connais. De ce que vous vivez au quotidien. L'initiative privée n'est pas suffisamment encouragée chez nous. Parce qu'on veut gagner tout de suite, alors qu'en encourageant la petite entreprise à grandir, les petites entreprises sérieuses à grandir, on gagnera demain en élargissant. Vous voyez le moyen terme, le long terme, au lieu du court terme. Au lieu du court terme. Surtout en termes d'encouragement de l'initiative privée. Et parce que la Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs aides de la part des bailleurs de fonds, aujourd'hui, l'État se donne les moyens de relever le défi de la bonne gouvernance, c'est-à-dire une gestion saine et rigoureuse des dépenses publiques. Entre autres priorités et exigences, les besoins sont parfois énormes face aux réalités économiques du moment. Cependant, il y a une certitude. Tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne quand il s'agit de répartir ces aides. Les précisions de Jean-Jacques Kwameala. Après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés PPTE le 26 juin 2012, la Côte d'Ivoire s'est engagée avec son plus gros créancier, la France, à mettre en œuvre un nouveau schéma pour le remboursement de sa dette bilatérale. Il s'agit du contrat de désendettement, développement, en abrégé C2D.
signé le 1er décembre 2013. Dans ce contrat, 6 secteurs ont fait l'objet de répartitions du financement. Il s'agit 1. Éducation, formation, emploi. 2. Santé. 3. Agriculture, développement rural, biodiversité. 4. Développement urbain. 5. Infrastructures de transport. Et 6. Justice et état de droit. Les ressources s'élèvent, concernant les 6 secteurs, 1 900 milliards de francs CFA. C'est une subvention accordée par la France à la Côte d'Ivoire. Sur les 6 secteurs, arrive en tête le secteur éducation, formation, emploi, avec 100 milliards d'investissements, suit le développement urbain, 73 milliards, et le secteur justice et état de droit ferme la marche avec un investissement de 15 milliards de francs CFA. Monsieur Lavoisard, on parle des secteurs clés, les secteurs vers lesquels il faut se diriger maintenant avec les aides. Est-ce que la destination des aides a changé fondamentalement à plus de 50%, à 70%, à 90%, si vous voulez? Je connais mal l'historique de la destination des aides, mais il me paraît tout à fait vital et urgent pour ceux qui seraient en retard. Et là, on observe, il me semble, une certaine différence entre les pays anglophones et les pays francophones sur l'accent mis, la priorité mise sur l'éducation et la formation. Là, il me semble que c'est d'ailleurs le président Marcel Zadikessi, sur son site, rappelle que justement, il faut inculquer une culture technicienne et scientifique. Donc je crois qu'il faut aller dans l'apprentissage de sciences et de savoirs techniques et de savoirs qui sont durs, quoi. Il y a quelque chose qui fait pas seulement des sciences humaines, il en faut des sciences humaines, mais il faut former, éduquer, former des gens à un métier. Il n'y a pas de petit métier, bien évidemment. Chacun concourt à la création de valeur au niveau de l'ensemble. En ce qui concerne la destination des aides, je connais mal le sujet. L'éducation et la formation sont clairement la grande priorité. Monsieur Leclerc, c'est ce que vous faites de façon générale. Est-ce que vous orientez un peu la main de l'utilisateur de l'aide vers certains secteurs? On l'oriente pas vraiment, puisque, comme l'a rappelé Ange tout à l'heure, les principes fondamentaux maintenant de l'ensemble des bailleurs de fonds, c'est 3 mots-clés. C'est appropriation, c'est-à-dire la politique du gouvernement que les bailleurs de fonds vont appuyer. C'est l'alignement des bailleurs sur cette politique. Et puis il y a un troisième mot qui est assez important, c'est la redevabilité, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les résultats. D'ailleurs, je rajoute sur ce point que ce n'est pas seulement la redevabilité des États par rapport aux bailleurs qui ont financé et qui ont apporté de l'aide, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire la redevabilité des bailleurs de fonds envers les États. Et il y a même des pays, et moi j'ai travaillé dans des pays où les gouvernements nous demandaient à nous, bailleurs, d'être encore meilleurs en termes d'appui, de l'aide, en termes de modalités d'aide, d'éviter des missions qui venaient déranger le gouvernement toutes les semaines, de regrouper les missions par exemple. Donc là, on est sur un autre sujet. Maintenant, sur la question des priorités, oui. Dans les pays où nous intervenons, où nos ressources à nous sont limitées, où il y a beaucoup d'autres bailleurs de fonds, on a tendance à dire qu'il faut se concentrer. Pourquoi se concentrer? Parce qu'on va être plus présent, on va pouvoir être plus actif et on se met en général dans des secteurs où on a une grande expérience dans le pays et où on a une vraie valeur ajoutée. Donc, dans les pays africains où nous intervenons, en général, on a maximum 3 secteurs d'intervention. Ici, comme l'a rappelé votre reportage, avec le contrat de désendettement et développement, les ressources sont importantes, puisqu'on parle de 413 milliards de CFA pour le premier C2D, et les besoins étaient énormes. Et donc, avec une discussion avec l'ensemble des ministères, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aller vers une concentration de l'aide, parce que pourquoi l'éducation et la santé, mais pas les infrastructures, ou pas l'eau, ou pas le développement urbain, et la justice, pour ne parler que de ces secteurs-là. Donc en fait, il y a eu un choix stratégique qui me semble très bien, qui est d'appuyer l'ensemble des secteurs. Alors après, il y a eu un dosage en termes de montant, pour bien montrer que le développement, en fait, passera par un équilibre harmonieux d'appui dans l'ensemble des secteurs qui sont importants. Alors moi, je suis d'accord que l'éducation, l'emploi, la formation et l'adéquation entre les emplois
et les besoins des entreprises. Il ne faut pas oublier de rajouter cela. Éduquer, oui, mais éduquer pourquoi? Donc il faut absolument qu'on prenne en compte les besoins des entreprises et c'est tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle, de l'enseignement technique, de l'implication du secteur privé dans le choix des programmes. Donc l'éducation certes, mais la justice, comme je le disais tout à l'heure, est essentielle pour un bon environnement des affaires et pour un bon développement du secteur privé. La santé, effectivement, c'est quand même un besoin de base de l'ensemble des populations. Des routes, si vous n'avez pas accès au village, comment améliorer la production, comment améliorer la valeur ajoutée agricole si vous ne pouvez pas sortir les productions agricoles et les évacuer sur les marchés des zones environnantes. Mais on pourrait parler aussi d'autres besoins qui n'ont pas été d'ailleurs pris en compte dans ce premier C2D. Je prends l'exemple des villes secondaires. Pour moi, Abidjan, c'est bien sûr la capitale, mais en termes d'aménagement du territoire, il faudra à un certain moment que des pôles de développement régionaux émergent et soient suffisamment attractifs pour les populations pour qu'elles puissent se développer. Et ça veut dire non seulement des pôles urbains, mais ça veut dire aussi des accès routiers, ça veut dire de l'énergie qui arrive partout sur tout le territoire. Donc la notion de priorité, elle doit se faire vraiment en étroite collaboration avec le gouvernement et avec la société civile. Je pense que là aussi, la société civile a un rôle à jouer parce que la définition de ces priorités-là est une affaire de tous et les bailleurs de fonds, en fait, ne viendront qu'appuyer les décisions qui seront prises en termes de priorité, sachant que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, les besoins sont tellement énormes que ce n'est pas les financements des bailleurs qui vont tout résoudre. C'est d'abord le développement des populations elles-mêmes, des régions elles-mêmes, des villages, savoir ce qu'on peut faire, et l'appui viendra compléter une action déjà entamée et appropriée par le village. Monsieur Kouadio, et que devraient être les secteurs clés d'affectation des aides aujourd'hui? Est-ce qu'en posant la question de cette sorte, on est en train de hiérarchiser les priorités? Je crois qu'il ne faut pas... tout à l'heure, M. Leclerc disait, ce n'est pas une question de hiérarchisation. Mais tout de même, il faut hiérarchiser. Pour assurer le développement tout cohérent, est indispensable, mais tout ne se fait pas en même temps. Tout ne se fait pas en même temps. Alors, je vais prendre un exemple. On indique que pour notre pays, 40% de notre produit intérieur brut est tiré de l'agriculture. Il y a combien d'écoles qui forment à l'agriculture? Il y a combien d'écoles qui forment aux ouvriers agricoles? Il y a combien d'écoles qui forment aux exploitants agricoles? Donc, c'est une priorité, c'est extrêmement important. Quand on va parler de formation professionnelle, dans le secteur agricole, c'est le secteur le plus pauvre. Et puis, quand on a vécu dans ce pays, qui on a envoyé à l'agriculture? C'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qu'on n'a pas formés. D'ailleurs, on disait aux enfants, si tu ne travailles pas bien, tu vas aller au champ. C'est toutes ces choses qu'il faut pouvoir travailler. Et ceux-là vont produire 40% de nos richesses. Et on a envoyé vers ces secteurs des gens qui ne sont pas doués. C'est pour cela que, tel que Bruno l'exprime, au niveau macroéconomique bien structuré, ces investissements massifs sur ces années 2013, 2014, 2015 vont structurer notre économie. C'est comme les murs intérieurs, extérieurs de nos bâtiments. Simplement, il va falloir qu'à l'intérieur, on se mette au travail. Qu'en plus de ces 1000 milliards, 400 milliards, qu'il y ait du travail effectif fait par les ONG, par les citoyens, pour que nous puissions assurer une promotion, une formation à l'intérieur pour assurer la croissance de l'intérieur. Notre taux de croissance actuel, je regrette, il est tiré par les investissements, ce type d'investissement. Comment nous allons le soutenir par de la production? C'est ça la priorité. Alors, la formation, c'est comment accompagner tout ce mécanisme qui se met en place pour que des Ivoiriens demain prennent le relais et se retrouvent dans ce secteur. Parce qu'on va construire tout à l'heure une école, on va construire un dispensaire, mais il va falloir y aller. Et ça, ce n'est pas l'État. C'est vous qui devrez avoir l'argent dans votre poche pour y aller. Et c'est là où notre travail, où le travail des ONG est extrêmement important pour accompagner cette croissance-là. Les ONG sont interpellées, la société civile. Donc, alors, que faut-il privilégier? Quelle aide faut-il privilégier, M. Aka? Quel secteur? Pour moi, clairement, il y a beaucoup de priorités. Mais pour moi, clairement, c'est l'éducation. Bon, quand tout mais quand on dit l'éducation, qu'est-ce que vous choisissez? C'est l'éducation de haut niveau. Quand on regarde la vision qu'avait le président Félix Houphouët-Boigny en matière d'éducation,
quand on pense à des écoles comme le lycée scientifique de Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique Fobani de Yamoussoukro, l'université d'Abidjan, c'était une grande vision qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un pays industriel, un pays qui a les hommes pour transformer les matières premières, qu'elles soient agricoles, minérales, minières. Mais l'élan a été coupé à cause de la crise. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être réactualisé vraiment aujourd'hui, que les élèves compétissent pour aller dans les meilleures écoles, qu'ils ne fassent pas seulement des formations uniquement théoriques, mais que leur formation aboutisse vraiment à des savoir-faire, faire qui nous permettent de passer véritablement à l'ère industrielle et à mécaniser simplement, par exemple, notre agriculture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'agriculture développée en Côte d'Ivoire, mais je n'entends pas parler d'entreprises qui traitent vraiment le caoutchouc à un niveau de peut-être rentabilité ou bien un niveau de valeur ajoutée suffisant. Et c'est ce à quoi, je pense, l'aide doit aboutir. Parce que, in fine, si l'homme est bien formé, si l'homme est capable de transformer son environnement, je pense que tout le reste pourra suivre. Monsieur Lavoisière, la même question, hein. À votre avis, c'est par quel secteur il faut commencer pour que les aides aient un meilleur rendement? Je crois qu'il me semble qu'il ne faut pas tout miser sur un secteur. Malgré tout, même si tous les pans de l'activité sociale, économique doivent faire l'objet d'une attention, il me semble qu'il faut équilibrer l'aide, hein, de manière à tout se construise hein, dans un ensemble qui est cohérent. Hein, ça me paraît fondamental. Sur la notion de redevabilité dont il a été question tout à l'heure, à la redevabilité entre les États et les bailleurs vis-à-vis des États, j'ajouterais volontiers une troisième dimension qui est celle de la redevabilité de la part des dirigeants politiques, économiques vis-à-vis de leur population et des citoyens consommateurs qui composent les populations. Et là, ce n'est pas une condition souhaitable pour le développement, ce n'est pas seulement nécessaire pour que le développement se fasse, c'est une absolue nécessité. Parce qu'on est à une époque où la société civile, justement, qui est de mieux en mieux informée, conscientisée, et qui communique davantage avec des outils modernes hein, par les réseaux sociaux, etc., prend conscience de sa force, de sa capacité de mobilisation. Et je crains que ce qu'on a appelé les printemps arabes, hein, dans un contexte différent, se répandent sur le continent africain, des printemps africains, où les populations vont se retourner violemment vers leurs dirigeants politiques, économiques, pour demander des comptes. Parce qu'il ne suffit plus, comme c'est trop souvent le cas, de s'abriter derrière l'idée qu'on travaille pour les générations futures. Oui, certes, c'est bien de travailler pour les générations futures, mais ça n'exonère en rien de travailler sur le présent, sur les besoins immédiats. Et les populations ont soif de ça. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience progressive à laquelle contribuent justement des organismes de la société publique, de la société civile, la fondation MZK, des think tanks comme l'Institut, comme le think tank ivoirien Audace Institut Afrique, hein, qui forment et qui aident aux gens et aux jeunes en particulier à prendre conscience des choses. Et ils ne veulent pas qu'on mise tout sur quelque chose, ils veulent un ensemble, ils veulent avoir leur part. Et pour ça, il faut, sans considérer que tout est prioritaire au même plan, il ne faut pas négliger un pan au profit d'autres. Je crois qu'il faut avoir un développement équilibré malgré tout, même si tout n'est pas prioritaire. Mais de façon générale, on a l'impression, et je peux me tromper complètement, on a l'impression que le privé a très peu de place dans nos sociétés africaines. C'est une question ouverte. Non, enfin moi, je voudrais juste intervenir sur ce secteur privé en disant qu'il faudrait peut-être aussi qu'on se pose la question de définir ce secteur privé, parce que j'ai peur que l'on considère le secteur privé comme les grandes entreprises, celles qui vont investir de l'étranger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous pensez que jusqu'à présent, cela n'est pas compris nettement? Or, le secteur privé dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 80%, c'est ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire des petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que ce segment qui est essentiel pour le développement économique du pays doit être aussi appuyé d'une certaine façon. Alors, nous, par exemple, nous avons mis en place des instruments qui sont extrêmement utilisé en Côte d'Ivoire et ce qui montre qu'il y a vraiment un besoin, c'est ce qu'on appelle une garantie à risque. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une PME qui va à la banque
et qui recherche un financement va pouvoir bénéficier, enfin la banque va nous demander de partager le risque. Je crois qu'on a parlé au début du partage de risque, je crois que c'est une notion essentielle. Donc la banque va nous demander de partager du risque avec elle parce que c'est un bénéficiaire qui est somme toute relativement plus risqué qu'une grande entreprise qui est cotée en bourse, par exemple. Donc cet aspect de petite et moyenne entreprise, et alors je rajouterais même ce qu'on appelle aussi la microfinance, c'est-à-dire à la base, quelqu'un qui est au marché et qui vend sa petite consommation locale, tout cela est essentiel et aussi pour le développement. Donc vous voyez bien que les priorités vont au-delà même des secteurs que l'on a vus tout à l'heure. Monsieur Aka, vous semblez frustré lorsque on parle du secteur privé. Vous avez l'impression que la part belle est faite au public et qu'au privé. Vous qui êtes véritablement dans le privé, vous qui réfléchissez privé, vous vous sentez frustré? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'initiative privée n'est pas suffisamment encouragée. Mais pour rebondir sur la question de l'importance du secteur informel, il faut dire qu'il se justifie, non, pas seulement à cause des questions de niveau intellectuel, analphabétisme, mais c'est par souci pour certains opérateurs de ne pas se faire connaître des autorités administratives parce qu'ils redoutent peut-être des tracasseries, alors qu'il faut les encourager aujourd'hui à se professionnaliser davantage, à quitter le secteur informel, se faire enregistrer en bonne et due forme, leur permettre de bénéficier de certaines exonérations. Le problème des exonérations vient du fait aussi que en matière de corruption, il y a toujours des indélicats qui cherchent à bénéficier de certains avantages auxquels normalement ils ne devraient pas avoir droit. Mais je pense que l'État doit encourager les acteurs du secteur informel à sortir au grand jour, leur faciliter leur professionnalisation et puis chercher à, comme je l'ai dit, élargir, gagner par la suite en élargissant l'assiette fiscale. Et vous êtes en train de dire qu'actuellement, il y a, j'ai envie de dire,